le fait tout de suite. Et puis, vous aurez la capacité de poser quelques questions dans la fenêtre de chat. Nous allons les centraliser. Il y aura un temps d'échange en deuxième partie de webinaire pour qu'on puisse collecter vos questions et y répondre. On a une grosse quinzaine de minutes là-dessus. Voilà, donc l'enregistrement est activé. Je suis très heureux de vous avoir tous autour de la table et je vais laisser les propos introductifs à Christophe Rodriguez, directeur de l'IFPEB. Bien. Donc, je vous propose d'attaquer. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Christophe Rodriguez, je dirige l'IFPEB, l'Institut français pour la performance du bâtiment. Et on est très heureux d'être avec vous ce matin, un vendredi, pour certains en télétravail et d'autres au bureau, pour parler de sobriété énergétique dans les logements. Alors, peut-être quelques éléments de contexte. Qu'est-ce qui nous a donné envie de nous réunir aujourd'hui et de vous parler de ce sujet-là? Quand on regarde dans le rétroviseur, depuis plusieurs années, là, on va dire les 4-5 dernières années, on a vécu une succession de crises qui a changé, qui a reconfiguré deux choses. Un, notre façon d'utiliser les logements, et deux, notre rapport à l'énergie. D'abord, évidemment, la crise du Covid, qui a été une crise sanitaire mondiale, elle a évidemment lourdement ancré la pratique du télétravail dans les mœurs. Et on a beaucoup parlé des bureaux qui ont été un petit peu désertés avec une nouvelle façon finalement d'adopter notre rapport au travail, un peu moins finalement des logements. Parce que c'est vrai, quand on télétravaille, accessoirement, on est à la maison. Donc ça, c'est le premier point qui est assez important, qu'on va partager aujourd'hui. Et puis après, évidemment, la crise énergétique qu'on a pu traverser, avec l'explosion du coût de l'énergie et puis les difficultés d'approvisionnement qu'on a pu avoir, qui à nouveau nous ont donné toutes les lettres de noblesse aux enjeux de sobriété énergétique, parfois subis dans certains cas de figure, et parfois volontaires et positives dans d'autres cas de figure. Donc voilà, c'est tout l'objet de notre webinaire de ce matin, c'est vous restituer un certain nombre de corpus de travaux qui ont été menés par différents acteurs qui vont vous les présenter aujourd'hui pour questionner finalement les leviers de sobriété énergétique dans les logements, avec, vous l'avez compris, un zoom tout particulier sur l'impact du télétravail. Voilà, j'en dis pas plus à ce stade, je vous propose de parcourir ensemble le déroulé du webinaire. Donc, dans une première partie, on prendra un peu de recul sur l'hiver 2022-2023. Et on commencera un petit peu à se poser la question du côté structurel de ce qu'on a vécu. Voilà, est-ce que c'est inédit? On a vécu un truc incroyable qui ne se reproduira jamais? Ou est-ce qu'il y a des choses un peu structurelles qui se dessinent pas à pas? Ensuite, on vous partagera une expérimentation, les résultats d'une expérimentation fondée sur la mesure des consommations réelles que nous avons pu mener dans des logements, avec la question de finalement comment le télétravail impacte notre façon d'occuper les espaces et puis de consommer de l'énergie. Puis après, on prendra un peu de recul sur l'ensemble des leviers de sobriété qui peuvent être activés dans le logement. Voilà pour les propos introductifs. Et je vous présente tout de suite pour la première partie donc Séverine Truchtes qui est avec nous, qui travaille à la Direction Générale de l'Énergie et des Climats. Bonjour Séverine, et Alban Gaspard qui travaille à l'ADEME. Et je vous laisse toutes les deux la parole pour commencer cette présentation. Alors, ma caméra ne fonctionne pas, mais peu importe. Donc, Séverine Truchtes, je suis à la Direction Générale de l'Énergie et du Climat. Je suis en charge du plan de sobriété énergétique, donc de tous les travaux qui ont été menés dans ce cadre, aussi bien au niveau du plan lui-même, d'organisation des groupes de travail et tout ce qui est relatif aux campagnes de communication sur la sobriété énergétique. Très bien. Vas-y, je te laisse attaquer tout de suite. Donc, globalement, les travaux ont été lancés dans un contexte un peu particulier qui était le contexte de 2022 au cours duquel, avec le lancement de la guerre en Ukraine et puis les travaux qui s'annonçaient très importants sur le parc nucléaire, on avait, côté des GEC, on avait un certain nombre d'incertitudes et de craintes sur la disponibilité énergétique au cours de l'hiver 2022-2023, ce qui nous a amené à prendre différentes mesures. Alors, on ne va pas parler ici de tout ce qui est identification d'approvisionnement alternatif, etc., puisque ce n'est pas le cadre de la réunion de ce jour. Mais il a été lancé un plan de sobriété énergétique qui avait une volonté, par la mobilisation de l'ensemble des acteurs et par le partage de la situation et la mobilisation de chacun, de travailler conjointement à diminuer de façon importante notre consommation énergétique française, avec un objectif qui avait été fixé à l'époque de baisser de 10% cette consommation énergétique d'ici 2024, et puis comme on était dans un contexte d'urgence, forcément avec des gestes clés
puisque tout ce qui était travaux, rénovation, etc., qui sont également très importants, nécessitaient plus de temps à mettre en œuvre. Donc globalement, avec la mobilisation de chacun, on voit, et c'est ce que vous voyez là sur la courbe au-dessous, on voit qu'on a quand même réussi non seulement à baisser notre consommation énergétique, mais à dépasser l'objectif qui avait été fixé. C'est un objectif sur 2 ans qu'on a dépassé dans un espace à peu près 1 à 2 mois, puisqu'on a baissé de 12% notre consommation à la fois d'électricité et de gaz. Bien sûr, ces valeurs-là sont corrigées des variations climatiques, parce que sinon on compare des choses qui sont difficilement comparables. Et ce qu'on voit et ce qui est très motivant, c'est que ça s'accompagnait d'une prise de conscience. Alors, il y a eu beaucoup de mobilisation, des prises de parole, mais globalement, la tendance, et c'était un des risques, la tendance qui a été observée au cours de l'hiver 2022-2023 en période de crise, il fallait être capable de la maintenir sur une durée plus longue. Et là, du coup, vous avez sur cette courbe également ce qu'on a réussi et ce qu'on est collectivement en train de faire sur cette année 2023, enfin 2023-2024. Et on voit qu'on se maintient, on est au chiffre derrière la première décimale près, enfin vraiment sur la même poussée que ce qui avait été observé en période de crise. Et donc c'est un élément très encourageant. Et globalement, sur les mesures qui avaient été indiquées, c'est vraiment le résultat d'une mobilisation à tous les niveaux, de tous les acteurs. Et puis, c'est au-delà réinterroger l'ensemble de notre consommation énergétique, de quoi j'ai vraiment besoin, de quoi je peux me passer sans que ça change fondamentalement mon style de vie. Et avec une grosse action sur le chauffage, puisque quand on avait fait les études pour savoir où se trouvaient les gisements maximaux d'économie d'énergie, le chauffage était vraiment avait la contribution la plus importante en revenant aux 19 degrés. En ce qui concerne les éco-gestes, ça a permis aussi de les remettre en avant. On avait parlé, on en reparlera tout à l'heure sur la campagne de communication, mais qui avait été largement reprise sur éteindre les lumières de ces chauffages, etc. Et maintenant qu'on a réussi à instituer ces gestes-là au cours du premier hiver et puis qu'on continue à communiquer dessus, on se rend compte et ça permet d'avoir un peu de recul sur des mesures prises dans un cadre d'urgence. Et il nous reste encore quelques marges de progression dans des secteurs sur lesquels on a peut-être moins conscience collectivement qu'il y a des choses à faire, typiquement le numérique, voilà, du calorifugage, enfin des actions qui soit prennent un peu plus de temps parce qu'il y a des travaux à faire, mais c'est pas forcément des gros travaux, genre le calorifugage, des réseaux d'eau chaude, soit aussi c'est un peu des gestes d'hygiène numérique, mais qui ont un impact, si on les fait tous, un impact extrêmement important sur la consommation des data centers. RTE avait réalisé des études a posteriori donc au cours de l'hiver 2022-2023. La question qu'on se posait à l'époque, c'était de savoir sur ces baisses de consommation quels étaient les secteurs qui contribuaient. Est-ce qu'il y en avait certains qui contribuaient plus que d'autres, voire pas du tout. Et en fait, on s'est rendu compte, donc là, vous avez le cas un peu extrême de la semaine froide, sachant qu'il y a des semaines plus, je dirais, standard d'un point de vue climatique, et on se rend compte que les gens ont énormément contribué à ces baisses de consommation, ne serait-ce que pas sur le chauffage. Mais ce qui était pas gagné au départ, en fait, on avait beaucoup de craintes côté État, de l'acceptabilité aussi sur des messages, au-delà du fait que c'était la réglementation d'avoir un 19 degrés des locaux, mais c'était une réglementation qui était peu connue et sur lesquelles on n'était pas assuré d'être suivi par les Français. Et on voit qu'on a aussi réussi à expliquer les enjeux et les enjeux aux citoyens pour qu'ils nous rejoignent dans ces gestes-là. Et du coup, on voit que tous les secteurs ont énormément participé. Et forcément, comme on a toujours tendance à regarder devant, mais des fois, c'est quand même bien aussi de regarder dans le rétroviseur pour savoir ce qui s'est passé concrètement, ce qui a marché, moins marché, comment les choses sont acceptées, est-ce qu'il reste des gisements, etc. Aussi bien donc la DHUP, qui est la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, que la DGEC, ont mandaté le plan bâtiment durable sur les travaux pour analyser sur la sobriété énergétique dans les bâtiments résidentiels, des travaux auxquels l'ADEME a participé.
Et donc, ça fait partie des rapports qui sont en ligne et qui permettent un peu d'éclairer la façon dont les choses ont été ressenties, les freins, les leviers, et qui permettent un peu de donner plus de globalité sur les actions prises et aussi d'identifier les gestes qui restent à prendre, enfin les gestes ou les leviers ou collectivement les sujets dont il nous reste à s'emparer pour faire avancer le sujet. Je vais laisser Alban Gaspard vous présenter un peu le détail du rapport. Bonjour à tous. Alors effectivement, une diapo sur ce rapport, si ça vous intéresse, il est disponible sur le site du Plan Bâtiment Durable, donc vous pouvez aller le consulter. Ce qu'on a fait dans ce rapport, c'est qu'on a interrogé, alors je dis on, mais c'est l'IFPEB et l'OID qui étaient à la manœuvre pour faire ce travail, et je les en remercie. Interroger des gens qui représentaient des institutionnels du logement, et puis un sondage auprès des Français. Donc là, on va plutôt se concentrer sur des résultats du sondage auprès des Français, sur ce qu'ils ont fait, pourquoi ils l'ont fait, etc., sur cet hiver très particulier. Premier point, on a beaucoup parlé de je baisse la consommation. Il y avait aussi dans les messages gouvernementaux le je décale la consommation. Donc cette notion de flexibilité électrique. Ce dont on se rend compte dans le sondage, c'est que ça entre petit à petit dans les mœurs, mais que ça ne fait pas partie des gestes qui ont été le plus faits par les Français. Donc clairement, il y a un décalage de maturité entre la baisse de la consommation et le décalage des consommations. Le dispositif EcoWatt qui avait été mis en place par RTE a eu une très bonne notoriété et il a été très bien associé à l'idée que si on avait un EcoWatt rouge, alors il faudrait agir. On n'a pas eu d'EcoWatt rouge, c'était une bonne nouvelle, mais en tout cas, le message était bien passé et le signal EcoWatt est très bien perçu. Ce que les Français nous ont dit aussi, c'est que d'une façon générale, les actions de sobriété énergétique qu'ils avaient mises en place étaient relativement acceptables, avec cependant, pour plus de la moitié d'entre eux, une perte de confort. Donc ça peut être lié au fait qu'ils ont principalement activé le levier chauffage. Donc effectivement, on le sent directement quand on baisse la température. Un point important quand on demande aux gens pourquoi vous avez agi, la première chose qu'ils nous disent, c'est le signal prix. C'est pour baisser mes factures ou ne pas augmenter ma facture. Donc, on voit qu'on a un effet direct, en fait, de l'augmentation du prix, du signal qu'il envoie et des comportements de consommation d'énergie au domicile. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire un peu pour contrebalancer ça? C'est qu'on a eu du coup un signal prix sur toute la population et donc ceux qui étaient déjà en grande fragilité énergétique l'ont été encore plus sur l'hiver dernier. Donc avec, vous voyez, des enjeux de justice sociale sur la façon dont ce signal prix se déploie sur une population. Et puis, Séverine l'évoquait tout à l'heure aussi, une difficulté exprimée de la part des Français à aller plus loin. Donc, une fois qu'on a fait ces premiers gestes, ceux sur lesquels on a reçu de l'information, etc., pour aller plus loin dans la baisse de consommation d'énergie, on a d'une part des Français qui nous disent qu'ils en ont déjà assez fait. Et je pense que ça, c'est important de l'avoir en tête pour savoir comment communiquer vis-à-vis de cette population-là. Et puis de l'autre, une partie des Français qui disent que leurs équipements ne leur permettent pas d'en faire plus. Et donc on voit que pour pérenniser ces baisses de consommation d'énergie, il y a tout un travail qui reste à faire, à la fois en termes de représentation de qu'est-ce qu'il faut faire. Oui, vous en avez déjà assez fait, mais peut-être faut-il aller plus loin sur certains points. Et puis d'environnement technique pour que les gens aient les équipements qui leur permettent d'aller plus loin. Merci Alban, merci Séverine pour cette mise en contexte importante sur la sobriété et l'effet sur les logements. Je vous propose qu'on bascule sur cette deuxième partie sur l'expérimentation télétravail, avec donc cette expérimentation qui s'inscrit dans ce contexte majeur de sobriété et puis dans une temporalité où le télétravail il est installé comme une pratique courante dans nos métiers tertiaires. Il est installé, il est là et comment faire pour le gérer au mieux. Ça fait partie de cette expérimentation télétravail. Je vous propose de laisser la parole à Alban qui a suivi depuis la genèse cette expérimentation pour nous donner quelques fondamentaux. Alban. Alors, cette expérimentation, pour
bien comprendre sa genèse, il faut se replonger dans l'hiver 2022-2023, où, comme Séverine le disait tout à l'heure, on avait des craintes sur le réseau électrique, des craintes sur l'approvisionnement en gaz, etc. Et l'idée qu'on avait peut-être des jours qui allaient être éco-watts rouges. Et du coup, la question qui s'est posée, c'est ces jours-là, ces jours où il y a de la tension, notamment sur le réseau électrique, est-ce qu'il vaut mieux fermer des sites de bureaux et envoyer tout le monde en télétravail? Ou est-ce que le bilan global d'une opération de ce type-là ne serait pas positif en termes de consommation et donc du coup, ce serait une mauvaise idée? Donc c'est un peu la question principale qui a guidé cette expérimentation. Donc la ministre Agnès Pannier-Runacher a demandé à ce qu'on fasse une expérimentation. Pour le monter rapidement, ce qui a été fait, c'est un travail avec des sites publics, donc des sites soit du ministère de l'Environnement et des affiliés, soit de la DGAC, soit de l'ADEME, donc des sites de bureaux qui ont accepté de participer, une dizaine de sites. Et puis, donc ces sites-là, on a suivi leur consommation et puis on a aussi suivi ce qui se passait les jours où ils ont fermé leurs bureaux. Et puis des agents volontaires qui travaillaient sur ces sites, dont on est allé suivre les consommations d'énergie, les jours où ils étaient en télétravail, les jours où ils n'étaient pas en télétravail. Et on vous l'expliquera plus en détail, mais on leur a donc suivi leur consommation, fait passer des questionnaires pour comprendre ce qu'ils faisaient, ce qu'ils ne faisaient pas, etc. Sur ces jours-là. L'idée, c'était vraiment de comprendre le bilan global d'une stratégie qui aurait consisté à fermer les bureaux, envoyer tout le monde en télétravail. Est-ce que ça augmente les consommations d'énergie à la maison? Et si oui, est-ce que ça vient contrebalancer ou pas les gains qu'on aurait dans les transports et dans les bureaux qui auraient été fermés? Donc voilà un peu pour vous donner à la fois le contexte de l'expérimentation et puis ses objectifs. Merci beaucoup, Alban. C'est parfait. Puis je vais me permettre d'appuyer un petit peu sur l'approche de cette étude qui effectivement est assez inédite, fondée sur la mesure des consommations réelles. On a d'un côté pris ces consommations réelles, que ce soit des bâtiments tertiaires, comme tu l'as dit, Alban, ou des volontaires qui ont participé à cette expérimentation. Et de l'autre côté, on a également collecté les données d'occupation des volontaires dans leur logement via le calendrier que vous avez un petit peu sous les yeux. Ces volontaires ont contribué tout au long de l'expérimentation, hein, ça a duré 5 mois comme signifié. Et du début à la fin, ils ont pu nous saisir l'occupation, leur présence dans leur propre logement ou celle de leur conjoint ou conjointe pour qu'on puisse comprendre cette occupation et faire le lien avec la consommation énergétique. Et puis, il y a eu tout un premier temps, on va dire, très ingénierie de comprendre ce qui se passait au niveau de la mesure, de ce qui leur remontait. Et on a eu besoin que, dans un deuxième temps, de comprendre avec eux leur mode d'occupation plus précise, leurs effets sur la consommation pour expliquer un peu plus les résultats. Et on s'est accompagné de partenaires d'Auxilia Conseil avec Colin Lemay qui interviendra dans un deuxième temps pour vous montrer un petit peu la traduction entre les chiffres d'un côté, les résultats sur les logements et ce qu'on a pu expliquer derrière sur le comportement. Je vous propose d'aller un petit peu dans le détail sur un des bâtiments, un exemple de bâtiment basé sur Paris, avec on va dire des analyses qui ont été faites sur la maille d'un volontaire, d'une personne. C'était notre fil rouge entre les trois secteurs, comme vous l'avez compris, tertiaire, transport, résidentiel. On est bien sous un regard énergétique qui se tourne sur cette personne-là, avec une consommation par personne. Vous avez sur la gauche le premier volet, transport, où lorsque cette personne est effectivement à son bureau, il y a eu une consommation journalière impactée par son déplacement entre le logement et le bureau. Cette conso, c'est ce qu'on a un histogramme en bleu. Et puis, tout de suite, lorsque cette personne était en télétravail, on a eu une énergie évitée liée à son non-déplacement, quel que soit le mode de déplacement, mais véhicule, bien sûr, voiture, vélo ou transport en commun. Voilà un petit peu cette première brique fondamentale sur les économies évitées liées à son non-déplacement et à rester dans la maison. Ensuite, la deuxième brique, c'est le tertiaire.
avec, vous le comprenez, une consommation énergétique ramenée à l'agent, au collaborateur sur le tertiaire initial lorsqu'il est au bureau, avec des consommations liées aux usages, au chauffage du bâtiment, une consommation importante. Et il a été assez intéressant de voir à quel point il y avait deux grands critères qui venaient maximiser le gisement d'économie d'énergie lorsque le bâtiment tertiaire s'organise et que l'on met les collaborateurs dans leur logement. Il y a eu cette expérimentation qui a été faite au niveau de la dizaine de bâtiments où le bâtiment a été mis en sommeil, mis en réduit avec une organisation collective pour que les collaborateurs puissent travailler de chez eux. En fonction du potentiel du bâtiment, en fonction de sa consommation énergétique, en fonction de sa densité d'occupation, ce sont deux grands critères qui drivent l'économie d'énergie potentielle à partir du moment où on s'organise et que l'on met en sommeil ce bâtiment tertiaire. Cet exemple-là sur Paris est hauteur de 50% d'économie d'énergie sur la journée en question, souvent adossé au week-end, mais c'est des ordres de grandeur qui sont d'économie d'énergie qui sont importants. Et puis j'en viens sur le troisième volet qui nous concerne particulièrement aujourd'hui, ce volet résidentiel, avec un effet rebond qui est faible, plus 8%. Alors en assiette de consommation, vous le voyez, hein, l'histogramme il est un peu plus élevé que les autres, on est un peu plus élevé, mais si on est sur notre lieu de travail, si on est dans notre logement en télétravail, l'effet rebond est faible, notamment proportionnellement par rapport aux deux autres secteurs, tertiaire et transport. Et on va essayer de comprendre un petit peu plus précisément ce qu'il y a dans ce chiffre. Il y a beaucoup d'informations au sein de ce chiffre. Et ça fait partie de la deuxième partie de l'intervention. Oui, c'est Christophe. J'avais deux petits commentaires que je souhaitais vous partager. Parce que là, on passe assez rapidement sur le bilan global. Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, le sujet qu'on a souhaité partager avec vous, c'est le logement. Et je voulais juste partager deux choses. La première, c'est qu'au niveau des bureaux, dès le début de l'expérimentation, on s'est rendu compte que quand il n'y a pas de gestion et d'organisation du télétravail dans les bureaux, il n'y a quasiment aucune économie d'énergie. Traduction, quand on a un plateau de bureau avec d'habitude 4 personnes et d'un seul coup, il y en a 3, voire 2, voire 1, c'est extrêmement difficile de raconter une économie d'énergie. Le seul moment où on voit une économie d'énergie dans les bureaux, c'est quand on arrive à mettre en sommeil une pièce, un open space, un étage, un immeuble. Et c'est pour ça qu'il y a eu des tests de fermeture. Faire un test de fermeture, ça veut dire quoi? Ça veut dire synchroniser une journée de télétravail. Et en l'occurrence, les journées qui étaient les plus habiles d'un point de vue énergétique, c'était proche du week-end pour faire une mise en sommeil prolongée. Et finalement, on n'est pas en train de dire on va rajouter une journée de télétravail, on en enlève une. On dit juste on synchronise une journée où les gens sont tous en télétravail sur tout ou partie de l'immeuble, ce qui va permettre une mise en sommeil et donc une économie qui peut être coordonnée et qui peut être très importante. Et là, les chiffres que vous voyez, c'est des mesures réelles avec des tests de fermeture qui ont été faits. Premier message que je voulais vous partager, et on reviendra plus sur les bureaux, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais en tout cas, on n'y reviendra plus. Deuxième info, Jean-Benoît nous a parlé de l'effet rebond dans les logements. L'effet rebond qui veut dire finalement, quand je ne suis pas chez moi, j'ai le secret espoir d'avoir une mise en sommeil, si on reprend cette expression mise en sommeil de mon logement, et quand je suis en télétravail, il n'y a pas de mise en sommeil du logement. Prenons un peu de recul, on pourrait se poser la question, vous avez eu 100 volontaires, est-ce que c'est un échantillon représentatif national? Non. Par contre, est-ce que c'est des gens qui sont plutôt susceptibles d'être sobres ou pas sobres? Je vais vous donner un premier élément de réflexion. Quand vous avez un comportement extrêmement sobre, on a l'espoir que quand vous allez au travail le matin, vous coupiez le chauffage ou vous le baissiez de façon très importante. Ce qui veut dire que plus vous êtes sobre, plus quand vous restez à la maison, on a un effet rebond conséquent. D'accord? C'est juste pour donner un peu les ordres de grandeur, que vous commenciez un peu à avoir cette sensibilité de cette histoire de je vais bosser, je vais pas bosser, comment ça impacte ma facture énergétique. Vous le verrez tout à l'heure, c'était un tout petit peu plus compliqué que ça, mais voilà pour les premiers éléments de décryptage. Donc, Jean-Benoît, je te rends le micro. Merci Christophe. Et puis vous avez du coup pour ce bâtiment parisien cet ordre de grandeur au niveau du bilan énergétique global sur les 3 secteurs sur cette journée-là de fermeture, 27% d'économie d'énergie. Quand on prend un peu de recul par rapport à l'échantillon qui a été présenté, on est entre 25 et 35% d'économie d'énergie
Donc, c'est effectivement un bilan énergétique global très positif à partir du moment où on s'organise pour ces fermetures, avec des ordres de vendeurs qui sont permis grâce au potentiel d'économie d'énergie lié au bâtiment tertiaire ou à l'éloignement des différents collaborateurs par rapport au bâtiment tertiaire. C'est ça qui fait jouer entre 25 et 35% d'économie d'énergie, ce bilan. Et puis, lorsqu'on le traduit sur un prisme carbone, il y a un effet démultiplicateur au niveau du transport, où on est entre 30 et 45% d'économie en carbone, principalement drivé par les véhicules, la voiture, certains transports en commun qui viennent effectivement augmenter un petit peu l'effet carbone. Il y a juste une petite question qu'on vient de prendre maintenant. Sur le graphique d'avant, la question qui est posée, c'est quelle est l'unité? Puisqu'on voit des kilowattheures par mètre carré. Peut-être juste rappeler très brièvement, puis après on va enchaîner. L'unité, c'est bien une consommation journalière par télétravailleur et c'est elle qui est mise sur tous les secteurs, transport, tertiaire, logement. D'accord, donc quand on est chez soi, c'est extrêmement simple. On a une consommation ramenée à la tête de pipe, entre guillemets, si vous me permettez l'expression. Sur le transport, c'est extrêmement simple. On a une consommation ramenée à la tête de pipe. Là où c'est un peu plus sioux, c'est quand on est au bureau, puisque si on a 500 personnes dans un immeuble de bureau, pour comparer des choses comparables, il fallait bien ramener à nouveau la consommation par tête de pipe. Donc, l'unité, le KPI qu'on a utilisé sur toute l'étude, c'est toujours des kilowattheures sur une journée par personne. On ramène toujours ça par personne pour pouvoir comparer des choses comparables, sinon on aurait mélangé des choux et des carottes. Parfait. Merci. Et puis, c'est du coup le moment que de venir expliquer, voir ce que cette expérimentation a pu révéler dans l'occupation des logements, y voir un peu plus clair sur cet effet rebond qu'a traduit plus précisément Christophe, avec les grands enseignements qu'on a pu avoir dans les logements et cet impact énergétique. Je laisse la parole à Mathéo dans un premier temps. Mathéo, à toi. Merci Jean-Benoît, bonjour à tous. Comme Jean-Benoît vous l'a présenté tout à l'heure, grâce aux données récupérées dans les logements, on a pu mesurer un effet rebond faible dans les logements de l'ordre de plus 8%. Pour vous expliquer ce qu'est exactement cet effet rebond, c'est la surconsommation énergétique de mon logement quand je suis en télétravail par rapport à une situation initiale quand je suis au bureau. Comme vous pouvez le voir en détail sur la répartition des logements selon l'impact énergétique par journée télétravaillée, on a en majorité un rebond faible de l'ordre de 0 à 10% pour la majorité des logements, mais on a quand même certains logements qui ont un rebond qui peut aller jusqu'à environ 30-35%. À droite de la gaussienne. À gauche, on a aussi mesuré des économies dans certains logements, ce qui nous a étonné en premier lieu, et ça peut s'expliquer par rapport à la richesse de l'occupation du logement et les comportements différents des personnes dans un même ménage. À la suite de ce travail sur ces premières données, on a déterminé l'effet rebond en fonction du vecteur énergétique pour les logements à production individuelle. On a pu déterminer plus 12% de rebond si le chauffage était électrique individuel et plus 2% de rebond si le chauffage était au gaz. À titre d'expert, ce rebond plus important sur ces systèmes électriques peut s'expliquer par la facilité de réglage et le pilotage de ces équipements. À la suite de ce travail sur les données énergétiques des logements, on a voulu aller plus loin pour comprendre ces données. On a donc réalisé différents questionnaires sociologiques, des entretiens avec les participants pour lier ces données mesurées au comportement dans les logements. Nous sommes alors intéressés sur le réduit de chauffage réalisé dans les logements, qu'on a pu déterminer via un questionnaire qu'il y avait environ 70% des volontaires qui réalisent un réduit dans leur logement. Mais plus de la moitié de l'échantillon pourrait en faire plus. Pour vous expliquer ce qu'est le réduit exactement, c'est la réduction de température de consigne du chauffage réalisé dans son logement en inoccupation. Donc, quand je quitte mon logement pour aller au travail dans le cadre de l'expérimentation. Après avoir récupéré les informations sur les degrés de réduit réalisés dans les logements, on a pu effectuer le lien entre l'effet rebond mesuré dans les logements et le degré de réduit réalisé. On a pu donc déterminer qu'un degré de réduit correspond à environ 7% de rebond sur la consommation du logement. La fameuse règle des 7% qu'on utilise depuis 40 ans. Exactement. Et c'est ça, il faut quand même savoir que ces résultats ont été obtenus sur l'échantillon de volontaires et que notre échantillon n'est pas représentatif du parc résidentiel français. Cependant, on a quand même pris du recul sur notre échantillon et on a réalisé une comparaison entre notre échantillon de volontaires et un échantillon plus grand. Par exemple, on sait que 2 tiers des volontaires de notre étude ont changé leurs habitudes de chauffage pour différentes raisons,
par exemple limiter l'augmentation de la facture énergétique, faire un geste pour la planète ou contribuer à la baisse de consommation énergétique. On a comparé ces résultats à une étude réalisée par l'IFOP sur les attitudes et comportements des Français vis-à-vis du chauffage, réalisée sur 2530 personnes, qui montre que 70% des gens étaient prêts à appliquer un réduit de température. Donc, on est dans les mêmes tendances. Ensuite, on est allé un peu plus loin dans les comportements dans les logements et je vais laisser la parole à Colin. Merci Mathéo. Donc, par rapport à ces profils individuels, donc, comme l'a dit Mathéo, ils ont été construits donc, via un questionnaire d'enquête qui a été transmis au panel de volontaires et puis consolidé derrière par des entretiens dans l'idée d'avoir des profils comportementaux vers lesquels on est en capacité d'orienter des solutions. Donc, pour bien comprendre ces profils, on a croisé pour les construire un comportement effectif, c'est la réalisation ou l'absence de réalisation réduite. Et du coup, dans l'autre axe, la volonté ou la motivation à réaliser un réduit ou aller vers plus de sobriété dans le cas où ce réduit était déjà réalisé. Donc, vous le voyez ici très brièvement, 4 profils ont été créés en croisant ces deux axes. Un profil d'abord indifférent qui est très minoritaire dans notre échantillon, il y a 4% seulement. C'est un profil qui ne réalise pas de réduit actuellement par indifférence, par manque d'intérêt, par manque de préoccupation sur la question de l'énergie ou du chauffage. Des questions de connaissance du système également ont été identifiées. On a finalement assez peu de prise sur ce profil. On y reviendra sur la diaporama juste après. Un profil réticent, ensuite, ce profil réticent donc, qui représente près du quart, enfin qui représente le quart de notre échantillon. Ce profil, il n'est pas engagé actuellement dans une recherche de sobriété et ce pour des questions qui sont de sobriété où il ne réalise pas systématiquement un réduit et tout cela pour des questions qui relèvent des comportements, qui relèvent d'idées reçues, qui relèvent aussi parfois de l'usage par d'autres personnes du logement lorsque cette personne n'est pas en télétravail. Donc, plutôt ici, une personne qui n'est pas encore engagée dans une démarche, dans une recherche de sobriété. Un profil ensuite plutôt sobre, qu'on a appelé le sobre contrarié. Ici, 18%. Alors, pourquoi il est contrarié, ce profil sobre? C'est un profil qui est engagé. C'est un profil qui réalise le réduit, mais qui ne le réalise pas aujourd'hui de manière optimale ou qui est gêné dans sa réalisation du réduit. Donc, c'est un profil, sur celui-ci, on a bien des effets rebonds qui existent et sur lequel on peut positionner des leviers qui vont être à la fois comportementaux, donc avec des conseils, avec de l'apport de connaissances, ou bien finalement des leviers plutôt techniques, avec une adaptation du logement ou des usages ou du matériel utilisé. Et puis enfin, le profil sobre. Donc ce profil sobre qui représente quand même la moitié de notre échantillon ici, c'est un profil qui réalise un réduit, qui le réalise de manière systématique, qui maîtrise ce réduit, chez lequel finalement on a bien des effets rebonds qui sont automatiques, dû au fait que lors des journées télétravaillées, eh bien, comme il y a pratique vertueuse le reste du temps lorsque le logement est occupé, on a des effets rebonds dû à la présence de l'habitant, mais c'est un profil, ce profil sobre, sur lequel on a aussi observé des comportements qui vont même au-delà avec une recherche d'économie et de stratégie d'économie d'énergie en présentiel. Donc, on est ici, vous le voyez bien, sur un continuum qui part finalement de personnes plutôt indifférentes pour lesquelles la recherche de sobriété et la réalisation de réduits sont presque des non-sujets, jusqu'à des profils très sobres dans leur logement et qui recherchent, y compris lorsqu'ils sont en télétravail, des stratégies de réduction d'énergie. Donc ici, encore une fois, vous retrouvez nos deux axes, un axe horizontal qui porte sur le comportement du réduit, un axe vertical plutôt sur la motivation. Nos 4 profils sobres ici, si on les documente un peu, donc avec des verbatims, en commençant par ce profil sobre, c'est un profil qui est extrêmement investi, qui privilégie le confort ressenti, c'est un peu sa boussole lorsqu'il adopte des stratégies et il les adopte, comme je disais, y compris lorsqu'il est en domicile, en télétravail. Pour aller plus loin sur ce profil, c'est assez délicat dans le sens où il est déjà extrêmement vertueux et on est plutôt sur des logiques de transfert, peut-être développer des pratiques comportementales sur d'autres sujets que simplement cette question du chauffage, ou alors on est sur des questions qui portent sur de la rénovation énergétique. Donc, c'est un profil sur lequel on peut capitaliser, c'est un bon profil transféreur, mais qui en soi, finalement, est presque
au summum de ce qu'il peut réaliser actuellement. Le profil sobre contrarié, lui, on le disait, il est déjà engagé dans une recherche d'économie d'énergie, dans une recherche de sobriété, mais sa capacité à le faire est limitée d'une manière ou d'une autre, soit par présence d'autrui au sein du logement, soit par une absence de matériel, soit par une contrainte organisationnelle. Ici, l'intérêt est vraiment de localiser ces freins et d'aider ces profils à finalement franchir ce cap, considérant que ça peut être parfois assez délicat. On parle ici notamment de comble mal isolé, donc on est vraiment sur des choses qui vont sur de la méconnaissance des systèmes ou des systèmes qui pourraient être améliorés, jusqu'à des questions de rénovation énergétique des bâtiments. Donc ici, des leviers qui sont assez variés. Ensuite, sur le profil réticent, on est sur une attitude qui est plutôt finalement opposée au réduit, une attitude contre le réduit. Alors pourquoi? Quand on creuse un peu, quand on interroge nos participants, on est surtout en fait en présence d'idées reçues, de craintes sur la perte, de craintes, de perte de qualité de vie. Ici, on a identifié principalement comme levier pour engager ces participants, ces profils réticents dans une recherche de sobriété, dans plus d'économie d'énergie, un levier communicationnel. L'idée est bien de cibler des idées reçues, de cibler des craintes, d'apporter sans doute de l'information, de la connaissance, probablement du matériel, mais c'est moins le matériel qui fait défaut ici que vraiment cette question de motivation à s'engager dans une démarche d'économie d'énergie. Et puis enfin, le profil indifférent, le profil indécis indifférent. Ici, c'est un profil qui est relativement difficile à capter. Alors, si on peut afficher le verbatim, c'est un profil qui est relativement difficile à capter. Il a peu ou pas d'intérêt pour le sujet du chauffage, de l'économie d'énergie en général. C'est en fait un non-sujet. Il n'y a pas de stratégie véritablement adoptée par ce profil. Donc, on est vraiment sur, on va dire, le niveau 1 de l'accompagnement du changement. Ici, on est sur finalement du travail presque cas par cas, soit à répondre à des idées reçues, à des craintes, à donner des premiers éléments d'information, d'incitation au changement, et puis la question des logements aussi à adresser et du matériel utilisé par ces personnes. Donc encore une fois, un panel de profils et un panel de solutions à venir positionner en face de ces différents profils individuels. Là-dessus, je rends la parole à Merci Colin, c'est parfait. Et si je le traduis énergétiquement par rapport à ces verbatims, voilà, le profil qui est très sobre et qui n'avait pas forcément besoin que d'augmenter le chauffage, dans les faits, par la mesure, l'effet rebond, il n'était pas important. Alors que des profils en sobre contrarié, où il y avait des réduits, des premiers réduits qui étaient faits, ils avaient un petit effet rebond et ils auraient pu aller encore plus loin, c'est-à-dire que la surconsommation lorsqu'ils sont absents de leur logement et lorsqu'ils sont en télétravail aurait pu être encore plus importante. Donc on le voit à quel point il y a une richesse dans l'occupation des logements, dans les profils des différents volontaires de cette expérimentation. Si on se fait un petit focus sur les volontaires qui nous ont signifié qu'ils ne faisaient pas de réduit de température, on le voit, les raisons sont très diverses. La première, c'est l'humain, c'est le comportemental, j'ai pas la connaissance, j'ai peur d'avoir trop froid quand je reviens dans mon logement, il y a cette notion de confort thermique, ou des peurs liées à la surconsommation. Alors, ça a été des signaux faibles qu'on a pu entendre en se disant « Ah, mais si je mets en réduit mon logement quand je ne suis pas là, quand je vais revenir, je vais surconsommer. » Donc, on sent qu'il y a besoin que d'accompagner, de sensibiliser là-dessus, sur ces bonnes pratiques pour lever, entre guillemets, ces interdits. Le deuxième, c'est le mode d'occupation. Hein. Vous l'avez vu, alors, c'est vrai qu'avec un prisme énergétique, ça peut être tout blanc ou noir sur l'occupation, mais non, dans les faits, c'est bien plus varié que ça. Et puis, la présence du conjoint, des personnes âgées, des enfants sur certaines journées ont mis en exergue cette variété de l'occupation et qu'il faut aller un peu plus loin dans la façon d'aller traduire ça auprès des membres du foyer, hein, pour des volontaires, ou d'aller sur, on va dire, des réglages techniques plus fins. Et ça le fait partie, c'est la troisième brique sur les difficultés techniques.
cette facilité de pilotage des équipements, que ce soit au niveau de la production de chaleur, au niveau des émetteurs, en fonction de là où on se situe, en appartement, en maison individuelle. Cette difficulté technique était assez importante et on a besoin que d'aller plus loin sur cette facilité, sur le pilotage des installations. Voilà un petit peu les 3 grands critères. Ça nous permet, on va dire, d'initier la dernière partie de ce webinaire pour lever ces freins et pour installer une sobriété un peu plus forte et durable et pérenne. Je vous propose d'ici là de faire un premier temps d'échange, histoire de reprendre un petit peu toutes vos questions avant de se projeter sur une sobriété dans les logements toujours plus pérennes. Mathéo, est-ce qu'on a pu centraliser du coup Oui, alors on a des différentes questions sur les logements. Parfait, on se focalise sur les logements dans un premier temps, sur la quinzaine de minutes, et sinon on a quelques minutes complémentaires, on pourra aller voir les autres secteurs. Exactement. Donc on a une question, c'est est-ce que le rebond de consommation dans les logements ne serait pas lié au niveau de confort du logement? Et avez-vous associé les DPE par exemple? Alors, je vais répondre à la deuxième question. On n'a pas associé les DPE, hein. C'est-à-dire qu'on a collecté des informations sur les logements, sur leur ancienneté, sur s'ils ont été rénovés ou pas. Mais on est vraiment venu fonder notre expérimentation sur la mesure et on n'est pas venu connecter cette info au DPE. On voulait vraiment voir l'impact au sein du collaborateur en consommation journalière, s'il est sur son bâtiment tertiaire et si il est dans son logement, sans venir faire le lien avec une performance intrinsèque que sont les DPE. On aurait sans doute eu un nuage de points, donc on n'a pas été plus loin là-dessus. Et sur la première question, l'effet rebond en conso, le niveau de confort du logement, il est effectivement très différent en fonction des êtres humains qui l'occupent, en fonction de la capacité du logement à être plus ou moins à ces niveaux de température aussi, tout à fait. Mais on était vraiment focalisé sur l'usage du logement et non pas sa performance intrinsèque. Voilà. Ensuite, on a une question un petit peu plus technique. Est-ce que tu peux nous dire à partir de quelle durée d'inoccupation cela vaut le coup d'un point de vue énergétique de baisser son chauffage et de combien de degrés? Si tu veux, on te laisse 5 minutes pour faire le calcul. Merci Christophe. Alors, en fait, ça ouvre la question. C'est vrai qu'il y a une idée reçue qu'on a beaucoup eue, qui est est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire du réduit ou est-ce qu'il n'y a pas un effet de surconsommation énergétique? Voilà. Je pense que c'est ça finalement la question. C'est ça. Alors en fait, la notion de surconsommation énergétique thermiquement n'est pas là. Il n'y a pas de surconsommation dans le logement à partir du moment où on le met en réduit juste avant. C'est important à l'avoir en tête. Il peut y avoir une notion de puissance, de remise en niveau en température, mais pas de surconsommation. Et ça, c'est pour répondre aussi à la deuxième partie de la question. Alors, on n'a pas fait on n'a pas vu de surconsommation liée à un réduit. C'est pas parce qu'on il y a un sujet de puissance. C'est-à-dire que si effectivement on coupe tout au moment où on rallume, et là on sait qu'il peut y avoir des sujets de puissance électrique, hein, on a vu le sujet avec EcoWatt, mais nous on n'a pas vu de cas de figure cornélien où on se demanderait est-ce que c'était vraiment une si bonne idée que ça de faire du réduit. Néanmoins, c'est quand même une idée reçue qu'on entend assez souvent. Est-ce que vraiment c'est une bonne idée de faire du réduit ou pas dans mon logement? Donc c'est un sujet sur lequel il faut communiquer. Et donc, quelle que soit la durée d'absence de son logement, on peut recommander que d'aller mettre en réduit et il faudra effectivement communiquer plus largement pour lever ces a priori. Merci Jean-Benoît. On a une nouvelle question en ligne. Est-ce qu'il y a une analyse des consommations bureautiques dans les logements? Sont-elles importantes? Et est-ce qu'il y a des comportements pour réduire ces consommations? Débrancher le câble d'alimentation quand chargé, éteindre l'ordinateur. Alors, on n'a pas été à… Alors, la mesure de consommation, elle se fait au compteur, comme vous l'avez en tête. Et donc, il y avait 2 configurations. Lorsqu'on avait des logements avec une production de chauffage électrique, on n'a pas pu dissocier la consommation des équipements de ces logements-là. En revanche, les logements avec une production individuelle au gaz, on pouvait regarder la consommation électrique associée aux usages. Alors, clairement, sur l'assiette de consommation,
c'est un peu plus faible, hein, étant donné que le chauffage pèse pour chauffage, le choc sanitaire pèse entre 60 et 70% de la consommation d'un logement. L'assiette de consommation sur les usages est plus faible et le rebond est présent sur ces usages-là lorsque les collaborateurs sont présents, effectivement. Je vous invite à aller voir effectivement une étude adressée par l'ADEME sur, on va dire, un panel des usages électrodomestiques. C'est une étude qui est très ciblée sur les consommations électriques. Et donc l'ADEME l'avait produit avec des partenaires externes il y a 2-3 ans de mémoire, en 2021. Donc avant aussi l'ère Covid. Mais vous avez une ventilation avec Enertech et RTE, merci. Et vous avez là-dessus un panel beaucoup plus précis de la consommation par usage dans les foyers. On pourra redonner le lien, c'est des ressources intéressantes quand même pour comprendre la consommation dans le logement. Merci Jean-Benoît. On a une autre question en ligne. Au-delà de l'effet rebond lui-même, est-ce qu'une potentielle accentuation de l'effet barbecue a été approchée? Est-ce que tu sais ce que c'est l'effet barbecue? Je ne sais pas ce qu'est l'effet barbecue. Moi, j'ai une petite intuition de ce que c'est, mais je vais plutôt laisser Colin. Je vais laisser Colin répondre. Si ma mémoire est bonne, et je laisse quelqu'un me contredire, c'est toutes les pratiques très vertueuses en ville, des urbains qui ont des pratiques de mobilité, enfin, faible déplacement, tertiaire, des bâtiments dans lesquels on a beaucoup de monde, donc on est plutôt sur du grand habitat, mais qui, pour les vacances, par exemple, prennent l'avion et qui ont des pics de surconsommation liés à des loisirs ou liés à des activités autres que. Alors, si la définition est super, merci Colin. En tout cas, sachez qu'on a regardé sur le transport quel pouvait être l'impact auprès des volontaires de cette expérimentation des nouvelles mobilités quotidiennes. L'ADEME travaille également sur cet enjeu pour voir s'il y avait un potentiel effet rebond lié à la mise en télétravail sur le transport. On a regardé ces infos. L'impact est assez faible, c'est-à-dire qu'on parle d'un ordre de grandeur d'1 point sur l'énergie par rapport aux ordres de grandeur entre 25 et 35% d'économie d'énergie. Donc, c'est pas cet effet rebond sur le transport au niveau des mobilités quotidiennes qui vient remettre bien sûr en question ces résultats. Et puis, on avait aussi regardé l'impact des zones de villégiature. Alors, c'est peut-être là aussi l'effet barbecue de se dire je vais pouvoir me mettre dans ma maison secondaire le vendredi en question. Alors, il n'y a que quelques volontaires qui nous ont mis cet effet-là, avec un effet rebond pour eux un peu plus important lié à leur transport. Alors, notre panel de volontaires n'est pas représentatif, vous l'avez bien en tête, du comportement que l'on peut s'attendre au niveau de la France. Mais là aussi, c'était très, très spécifique sur certains volontaires et ne remettait pas en question les enseignements de cette expérience. Je rebondis, on a parlé de l'idée reçue j'hésite à faire du réduit pour pas avoir de relance de chauffage importante et de surconso. Et il y a quelqu'un qui nous dit, moi j'entends souvent, je vais juste laisser un réduit plutôt que tout couper, pour la même raison. Donc là, du coup, je fais un clin d'œil aussi à Séverine et puis à Alban qui sont avec nous. C'est quand même un sujet récurrent, quoi. C'est-à-dire que les gens se posent un peu des questions métaphysiques sur est-ce que c'est une bonne idée de tout couper comme un bourrin? Est-ce que je fais un petit réduit? Est-ce que j'en fais pas du tout parce qu'on ne sait jamais? Voilà, c'est un sujet où manifestement les gens ont encore besoin d'être un peu guidés pour que ce soit le plus clair possible. Ce qui est sûr, c'est que moi, la meilleure pratique que je recommande, c'est évidemment de tout couper. Après, c'est un sujet de confort, c'est-à-dire que, en fait, quand vous coupez tout, c'est là où il y aura la chute la plus rapide de consommation d'énergie et donc l'économie la plus importante. Et après, c'est un enjeu de confort avec le bon vieux coup du lundi matin où il fait toujours un peu frisquet parce que quand on a tout coupé, il y a une chute vertigineuse et donc c'est pas facile. Même les meilleurs optimiseurs du marché, ils ont parfois un petit peu de mal à faire la bonne relance qui va bien. En tout cas, c'est un sujet qui semblerait poser question. Et quand on se pose des questions, en général, on n'agit pas. Est-ce qu'on a encore le temps pour une ou deux questions? Oui, je vous confirme. Oui. Après, on va passer à des questions qui sont, si tu veux, les points qui sont plus par rapport au logement. Par exemple, on avait une question. Bonjour, pour les transports, dans une étude d'un géographe menée avant 2020 et dans le cadre du développement du télétravail, il avait été mis en évidence que le télétravail, notamment hors métropole, pouvait générer de nouveaux petits déplacements motorisés, les nouvelles mobilités quotidiennes. Donc, les moins 100% sera modulés si on tenait compte de cette étude menée sur Besançon. Peut-être que tu peux parler des résultats qu'on avait en province de France. Alors, on a parlé des nouvelles mobilités quotidiennes et qui impactaient assez peu les enseignements.
si je reviens sur le transport, clairement, on sentait qu'il y avait un effet, on va dire, d'éloignement entre un bâtiment qui est basé sur Paris et un bâtiment tertiaire qui était basé en province, où l'ère effectivement des volontaires en province était plus étendue autour de ce bâtiment-là, et que l'impact sur les transports était plus conséquent. Donc, il y avait clairement des enseignements à généraliser pour ces bâtiments-là qui étaient en province, qui est de se dire l'impact sur les transports est tel que allons-y, travaillons une fermeture d'un bâtiment tertiaire pour aller maximiser le bilan énergétique et carbone sur ces bâtiments-là, sur ces zones-là. Peut-être aussi sur cette question des petits déplacements au quotidien. Finalement, c'est assez marginal quand on a travaillé, que ce soit via le questionnaire ou lors des entretiens. On est sur des déplacements qui étaient réalisés principalement en fait, de manière non motorisée. C'était vraiment des petits déplacements à proximité du domicile. Pour les déplacements plus importants, on est plutôt sur des logiques d'optimisation. Lorsque je me rends au travail, généralement, et que j'habite dans un lieu isolé, il y a des déplacements qui sont réalisés, donc des déplacements domicile-travail, qui servent également à réaliser un certain nombre d'achats, etc. Donc, c'est des stratégies qu'on a pu identifier et qui contrebalancent aussi cette idée que finalement, lorsque je suis en télétravail, je me déplace plus, j'ai de nouveaux déplacements. On voit que c'est pas si clair que ça. Il y a vraiment des stratégies de lorsque je vais au travail, qui est généralement dans un centre urbain ou dans une zone d'activité, je réalise un certain nombre d'activités. Donc, on n'a pas tant de rebondissements. Merci pour ces précisions, Colin. Et n'hésitez pas à aller voir la publication à l'intérieur. On a les mêmes graphiques que j'ai pu vous présenter pour les bâtiments de Paris, en région, en province. Et vous pouvez voir ce léger effet rebond sur les transports, où on n'est plus à 100% d'économie d'énergie liée au transport évité, mais on n'est plus qu'à 95-96%. Donc, ça a été pris en compte. Et merci pour la traduction comportementale. Voilà. On a peut-être je sais pas combien de Je te confirme, on a encore. on a une question. Les économies ne sont-elles pas simplement à la conscience des utilisateurs que l'énergie était plus chère en 2022-2023? Ça, c'est une bonne question. Alors, c'est une bonne question. Alors, la réponse est oui et non. J'explique. Quand le plan de sobriété a été… pardon. Hop, c'est bon, voilà. Quand le plan de sobriété a été lancé et puis quand on a commencé beaucoup à parler de la nécessité de diminuer collectivement notre consommation énergétique, les tarifs de l'énergie étaient encore bloqués, ils étaient encore bas. Et du coup, vraiment, pour le lancement des travaux, on n'était pas dans cette problématique d'augmentation des coûts. Enfin, les coûts augmentaient, mais pas les coûts côté consommateur. Et donc, toute la première partie des travaux qui ont été réalisés et qui ont commencé à enclencher des baisses très significatives de consommation énergétique étaient liées à, je dirais, enfin, c'était du coup pas lié au coût puisque celui-ci n'avait pas changé, mais à une mobilisation parce que les Français ont entendu, et ça a été repris par beaucoup de ministres, par RTE, EDF, etc., qu'on était dans une situation énergétiquement compliquée et qu'on faisait appel au civisme des Français pour baisser chacun parce que ce qu'il y avait derrière comme risque, c'était du délestage, du rationnement ou des blackouts. Et donc, forcément, là, chacun s'est responsabilisé et a fait un effort. Donc, tout ça, c'était la première période. Ensuite, il est clair que quand les coûts de l'énergie ont commencé à augmenter, ça a d'autant plus sensibilisé, entre guillemets, les Français pour continuer dans cette approche. Et là, peut-être que pour éclairer un peu le débat, et c'est là où les études… les multiples études qu'il y a eu, parce que l'ADEME a sorti il y a peu une nouvelle version là, du baromètre sur la sobriété. RTE a fait des sondages par Ipsos. Le plan bâtiment durable a aussi fait ses propres sondages. Et en fait, tous ces sondages-là sont concordants sur le fait que la première année, on était vraiment sur une logique de comportement citoyen et qu'ensuite, le prix a pris le relais, mais il a certes pris le relais, mais
pas intégralement. Je veux dire, il y a toujours des gens qui ont pris conscience que l'énergie, ça avait aussi un impact sur l'environnement, le changement climatique, etc. Ce qui a fait aussi renforcer je dirais, la volonté de ceux qui peuvent se le permettre. Bien sûr, on ne parle pas de sobriété subie, mais de ceux qui peuvent la choisir, avec une volonté d'un engagement aussi qui perdure. Et donc maintenant, forcément, les prix sont importants, mais il reste des sujets aussi plus citoyens sur ces actions-là pour ceux qui sont dans une sobriété choisie. Merci Séverine. Merci. Je reprends. Vas-y, je te laisse poser une question. Oui, pour finir avec le transport et après la GTB, puisqu'on a de nouveau une question sur le transport. Alors, Jean-Benoît, on a quelqu'un en ligne qui nous dit il me semblait avoir entendu Aurélien Bigot sur France Inter expliquer que le télétravail avait un effet rebond important sur le transport. Faire du télétravail augmente les chances de prendre la voiture après le travail, mais ça semble être contradictoire avec notre enquête. Alors, on est vraiment sur le périmètre de notre échantillon. On n'est pas en train de prendre plus d'envergure dans ces enseignements liés à l'effet rebond dans les transports. On reste sur notre périmètre volontairement et de notre côté, ça n'a pas remis en question les résultats et bien au contraire, comme je vous l'ai montré. Voilà, ça ne veut pas dire que par ailleurs, il n'existe pas cet effet rebond sur d'autres profils de volontaires, d'agents, de cadres. On n'est pas sur ce terrain-là. Donc, je ne pourrais pas aller plus loin dans cette analyse. Si on a, je crois, une question sur les bâtiments tertiaires. Exactement. Est-ce que avoir une GTB est un élément différenciant pour atteindre la réduction des économies d'énergie voulues? Alors très clairement, cette expérimentation, elle a pu révéler, suite à nos échanges avec les gestionnaires techniques de ces sites tertiaires, cette difficulté à aller déjà mettre en sommeil une partie du bâtiment. La plupart des installations techniques sont sur des colonnes plutôt ce qu'on appelle verticales et on n'a pas la capacité, ils n'avaient pas la capacité d'aller mettre en réduit certains étages très spécifiques. Donc déjà, il y a effectivement une logique d'architecture des équipements, des systèmes à avoir en tête. Très rapidement, ça a été une fermeture totale du site pour pouvoir le mettre en sommeil. Cette fermeture totale du site, elle est effectivement facilitée par la présence d'une GTB, d'autant plus si on vient mettre une routine dans cette fermeture sur certaines journées. C'est, on va dire, une gage de pilotage pour le gestionnaire de site que d'aller mettre en sommeil les centrales de traitement d'air, mettre en sommeil la production de chauffage pour mettre en réduit et de relancer, bien sûr, le matin, par exemple, au lundi matin, tous les équipements, histoire d'être à la bonne température quand les collaborateurs reviennent. Donc, le cœur reste l'humain, le décideur, le pilote reste l'humain, et la GTB est un muscle important de la performance quand on le couple effectivement avec ce cœur de l'humain. Merci Jean-Benoît. On a une autre question qui pourra aussi faire qui va amener la suite de la présentation. Y avait-il des systèmes de compensation financière pour ne pas faire porter le poids du surcoût énergétique aux télétravailleurs? Oh là là, vaste sujet. On t'écoute, Jean-Benoît. Eh bien non, ça va être très rapide. Merci pour la question, elle est très intéressante. On n'a pas regardé ce côté-là. Il était instruit par ailleurs dans le cadre des IRP, des relations qui sont instruites entre, on va dire, les décideurs et puis les collaborateurs. Je réinsiste, on n'est pas en train de dire qu'il faut augmenter le nombre de jours télétravaillés, mais de flécher ces journées-là. Donc, on n'augmente pas le nombre de jours télétravaillés et l'impact pour les collaborateurs, mais juste de flécher ces journées-là. Oui, il faut de les flécher sur des périodes sur lesquelles déjà on a les bâtiments qui sont en réduit, sur lesquels on augmente la durée du réduit, que sont le vendredi et le lundi. Ouais. Oui, et ce qui est certain, on a beaucoup d'entreprises avec lesquelles on a dialogué pendant cette étude. Et nous, évidemment, l'IFPEB n'a rien d'intelligent à raconter sur le dialogue social entre salariés et employeurs, donc on ne s'est pas aventuré là-dedans. Mais ce qu'on a pu constater, c'est que très souvent dans les entreprises, le télétravail avait donné lieu à un dialogue social. Et très souvent, les gens n'avaient aucun chiffre. Donc en fait, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de donner des outils de dialogue, c'est-à-dire de révéler des ordres de grandeur et des enjeux. Voilà, c'était ça l'objectif de l'étude, c'était de donner des outils de dialogue. Et on voit
que finalement l'effet rebond, même si on avait l'intuition qu'il allait être beaucoup plus conséquent, pour plein de raisons qu'on a tenté de rendre les plus faciles à comprendre possible, est un peu plus faible que ce qu'on pensait. Et puis on voit aussi que finalement, quand quelqu'un reste travailler à la maison, on peut se poser la question de quelle est la pratique vertueuse qu'il peut avoir et quel est le bilan énergétique global. C'est une démarche intéressante. D'un point de vue État, juste pour compléter la réponse de Christophe, ce qui était important pour nous, parce qu'on entendait un peu tout sur le télétravail. Et du coup, derrière, si on entendait autant d'éléments contradictoires, c'est qu'il y avait des craintes, il y avait des appréhensions. Ouais. Et donc, ce qui nous intéressait, et c'est pour ça qu'on avait souhaité que cette étude soit faite, c'est d'objectiver, de démystifier, en fait, vraiment pour savoir concrètement ce qui était constaté, ce qui était, enfin voilà, les comportements, ce que ça avait gagné, pas gagné, comment, quel moment. Et du coup, c'était la démarche d'expérimentation chiffrée, ce qui permet aussi d'être un élément après décisionnel ou d'un élément qui sert dans le dialogue social, mais sur des éléments fiables et tangibles, plutôt que sur des appréhensions ou des convictions qui peuvent être, enfin voilà, que je ne remets pas en cause, mais du coup, qui ne sont pas objectives et qui ne permettent pas de prendre une décision collective éclairée. Merci Séverine. Merci à vous toutes et vous tous pour toutes ces questions. Je crois qu'il y en a quelques-unes très spécifiques. On vous invite à aller voir le rapport également, la publication qui a été mise sur le site de l'ADEME il y a un peu plus d'un mois. On pourra peut-être essayer de faire. Il y a eu pas mal d'études qu'on a citées. On a parlé de baromètre, on a parlé de l'étude ADEME, NRT, RTE, etc. On pourra peut-être rajouter une slide et mettre les liens utiles. C'est toujours sympa pour les gens. Ils peuvent cliquer. Parfait. Et puis vous recevrez la présentation également. Et puis ça nous permet d'aller ouvrir cet échange-là sur les différents leviers de sobriété qu'on peut avoir au sein des logements pour ouvrir ce champ. Alors avec, vous l'avez en tête, cette notion d'humain, au sens embarquer l'humain nécessairement pour aller activer ce levier de sobriété. L'humain reste le cœur de la performance. Il y a donc un enjeu de communication derrière pour le sensibiliser et maintenir ce niveau de sensibilisation. Un enjeu de pilotage des équipements techniques, on le fera aussi avec l'intervention de Séverine. Et puis enfin, un transfert de certaines bonnes pratiques qu'il y a pu avoir entre les sphères publiques et privées pour continuer à pousser le curseur de la sobriété et la rendre encore plus pérenne. Je laisse la parole à Colin dans un premier temps pour voir sous l'angle des sciences humaines et sociales comment est-ce qu'on peut pérenniser cette sobriété. Oui, alors des grandes orientations ici, puisqu'on peut retirer de tout ça. Tout d'abord, si je reviens sur la question des profils, donc ici on est bien sur les individus, sur les 4 profils qu'on a identifiés dans le cadre de cette étude, qui sont donc, je le rappelle, plus ou moins sobres, plus ou moins engagés dans une recherche d'économie d'énergie, de réduction de leur consommation de chauffage notamment. Il faut bien se rendre compte que l'accompagnement du changement de ces profils, il ne se fait pas en bloc. Il faut bien, en fait, on est plutôt dans le passage d'une catégorie à une autre et la manière dont on peut accompagner ce passage. Le changement des pratiques, ça se fait pas à pas, on s'en rend compte assez facilement. C'est assez difficile pour les individus d'adopter tout en bloc, donc on est vraiment plutôt sur une logique de pas à pas, d'où l'idée de 4 profils et d'où l'idée d'identifier des outils et des leviers bien spécifiques à ces profils pour être dans cette logique de progression, on va dire progression d'une catégorie à une autre. Sur le long terme aussi, ça rebondit un peu sur des choses qui ont déjà été dites. Si certains leviers relèvent de l'acquis, sans doute, parce que finalement des pratiques plus vertueuses, des pratiques de sobriété ont été mises en place l'hiver dernier avec du coup les campagnes de communication, les craintes aussi des ménages sur le prix de l'électricité et un certain nombre de choses de l'ordre de la communication, aussi autour de l'environnement. On était dans une période aussi assez charnière avec des messages forts sur cette période. Donc, on peut imaginer que certains leviers ont été activés l'an dernier et parmi tous ces leviers, finalement, le changement, on a des choses qui relèvent de l'acquis, notamment l'installation de matériel, notamment des bonnes pratiques qui sont adoptées et qui sont adoptées sur une longue durée. Il faut aussi garder à l'esprit que l'accompagnement du changement, on peut aussi avoir un retour en arrière, un abandon de certaines pratiques, un oubli de certaines pratiques. Notamment après la période de chauffe,
On abandonne de toute manière un certain nombre de bonnes pratiques qui ne sont pas nécessairement réactivées, d'où l'intérêt de penser des rappels, d'où l'intérêt de penser des renforcements périodiques, de réactiver la communication, d'où l'idée de la troisième, ici, orientation à donner, d'animer, de ritualiser toute cette question de la sobriété et de l'économie d'énergie. C'est vrai d'ailleurs pour les individus comme pour le tertiaire. L'idée, c'est bien de redonner à voir les bonnes pratiques, de redonner à voir des bons conseils, de tout le temps être finalement presque dans la ritualisation des pratiques. Et puis, un dernier point, le transfert des pratiques qui est ici assez intéressant puisqu'on a bien identifié l'existence de profils vertueux, de personnes qui mettent en place des stratégies individuelles. Le transfert des pratiques, on le sait, il peut se faire de manière alors horizontale pour une personne, c'est-à-dire que des personnes qui aujourd'hui sont très vertueuses dans leur pratique de chauffage à domicile peuvent très bien progresser sur d'autres domaines et viser plus de sobriété. Le transfert de pratique, il est entendu aussi entre le domaine privé et professionnel, par exemple. On y viendra sur la suite de l'intervention. Merci Colin. Et tu parlais de routine, de rituel. C'est peut-être un bon exemple de rituel qui peut exister pour installer dans la durée la sobriété dans les logements. Alors là, vous avez sous les yeux les premiers résultats on va dire, du podium logement du championnat de France des économies d'énergie. Ce championnat de France des économies d'énergie, c'est un concours pour faire un maximum d'économies d'énergie liées à la sobriété, à la conduite d'exploitation sans investissement. C'est vraiment un effet coup de poing. Tous les mois, il y a une performance qui arrive de la fenêtre de dialogue qui s'est ouverte entre l'exploitant technique, les occupants, ceux qui décident avec on va dire les conseillers syndicaux. Il y a sur cette première année un podium de 17 résidences. Donc, on adorerait aller encore plus loin sur le volume, mais on voit avec des premiers de cordée que sont Covea, des bailleurs sociaux, Sequence ou autres. Et sur cette première année de concours, on parle de 14% d'économie d'énergie sur la saison complète pour ces candidats. N'hésitez pas, si vous voulez aller un petit peu plus loin, on vous transmettra aussi le lien vers l'inscription. Il y a la remise des prix où les premiers de cordée, ceux qui ont fait le plus de performance, on parle de plus de 20% pour les premiers de ce podium logement, seront présents à cette remise des prix le 10 avril prochain. Mais c'est vraiment voilà, un exemple pour venir pérenniser un petit peu cette sobriété avec des résultats sur les consommations énergétiques de ces logements. Ça me permet de donner la parole à Séverine. On parle toujours de rituel et de cet enjeu de la communication. Séverine, à toi la main. Oui, en fait, quand on a lancé du coup le plan de sobriété énergétique, on avait un double enjeu. Il fallait à la fois qu'on arrive à mobiliser les professionnels, chacun dans sa pratique, etc., ce qu'on a réussi à faire par le biais de groupes de travail ministériels, mais il fallait aussi qu'on embarque les Français, les ménages dans cette dynamique de baisse de consommation. Et là, la question qui s'est posée à nous quand on a travaillé sur la campagne de communication, donc qui finalement s'appelle Chaque geste compte, c'était de savoir voilà, quel message faire passer aux Français pour les faire adhérer. Et puis rapidement, on s'est dit que l'objectif, c'était pas tant de les faire adhérer que de leur donner des outils sur concrètement comment je fais quand je veux baisser ma consommation énergétique, quels sont les gestes qui, entre guillemets, rapportent le plus. Les gestes les plus intéressants parce que c'est vrai qu'on a vécu pendant des décennies où l'énergie était abondante, pas chère, etc. Et donc, on a perdu collectivement ces indications et les notions aussi de recherche de gain énergétique. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur 5 gestes clés. Alors, c'est des gestes de baisse, voilà, de réglage, etc. On voulait des gestes qui soient relativement faciles à mettre en place aussi. Alors, sachant que, bien sûr, il y a toujours le cas dans lequel c'est plus compliqué, mais globalement, on se retrouvait sur le chauffage parce que quand on a fait nos estimations, c'est là où on avait le gisement maximal
d'économie d'énergie. Pareil sur le chauffe-eau, etc. Éteindre tous les appareils en veille. Et puis, le quatrième geste, c'était un peu particulier parce que c'était donc décaler ce qu'on savait. C'est que dans une période de tension sur les approvisionnements, quand on regarde les courbes de consommation sur la journée, on voit qu'il y a des périodes qu'on appelle des périodes de pointe qui sont le matin et le soir. C'est des périodes de pointe parce que les logements en général chauffent encore et puis il y a tous les bureaux qui prennent le relais. Et donc là où le risque était maximal en termes d'approvisionnement et du coup de ne pas avoir assez d'énergie, c'était vraiment ces périodes de pointe. Donc on voulait aussi sensibiliser les Français sur ces durées sur lesquels il fallait être plus regardant et notamment décaler tout ce qui était possible, genre machine à laver, etc. Et puis, il y avait un autre point qui était aussi l'installation d'un thermostat programmable. En attendant depuis est devenu une obligation, mais voilà, c'était de dire, vous voulez baisser votre chauffage, vous ne savez pas trop comment faire, vous n'êtes pas forcément équipé, et bien voilà, vous avez un équipement qui est là et qui va vous aider à pouvoir mettre en place ce geste. Sachant que cette campagne de communication, voilà, c'est la campagne, la première qui a été lancée à l'automne 2022. Quand on a fait les post-tests, donc les études d'impact, alors là, c'était sur 1000 Français représentatifs, etc. C'est BVA qui a fait ça pour nous. On a vu que ça avait bien marché, que globalement, plus de 3/4 des Français avaient vu les campagnes, quel que soit le média, puisque c'était multimédia, mais qu'il restait une crainte, une interrogation, en tout cas pas une crainte, une interrogation qu'il fallait qu'on traite, qui était OK pour l'hiver, je vois bien, et qu'est-ce que je dois faire l'été? Voilà. Qui quelque part nous a bien convenu parce que du coup ça veut dire que les gens, on avait commencé à enclencher un mouvement et une approche différente chez les Français. Et donc quand on a vu ça, on s'est dit mais c'est vrai, en fait l'hiver on leur a donné la petite boîte à outils simple et rapide, mais l'été qu'est-ce qu'on fait? Et donc on a fait une deuxième campagne de communication à l'été 2023 dans lesquelles on a aussi rajouté tous les gestes de mobilité, ce qui n'était pas le scope initial, puisque le scope c'était vraiment gaz-élec, et sur lesquels on a introduit tout ce qui est covoiturage, report modal, profiter du beau temps voilà, etc., etc. Et prendre ça de manière un peu plus aussi légère, avec des sujets sur l'été de climatisation, de gestion aussi de la chaleur dans les logements. Voilà, baisser les volets, etc., etc. Et puis, donc ça, c'était l'été 2023. Cet hiver-là, on en a remis une couche parce que je pense en effet qu'à partir du moment où on doit installer de nouveaux comportements, ça peut pas se faire juste sur du one-shot un hiver. Il faut vraiment ce travail de répétition. Donc voilà, la campagne s'est arrêtée mi-février. Les post-tests sont en cours parce qu'à chaque fois qu'on fait des campagnes, on est très demandeur de cette boucle retour sur ce qui a fonctionné, moins fonctionné, etc. Et donc ça pour l'hiver qui se termine. Et lundi, il y a eu un déplacement du ministre Bruno Le Maire sur ce sujet de la sobriété énergétique, qui a annoncé que la campagne de communication serait reconduite pour l'hiver suivant, alors sur lesquels il va falloir forcément probablement retoucher les choses parce que ça fait quand même 3 fois qu'on est sur les mêmes, voilà, d'un point de vue communication sur les mêmes images, etc. Donc il y a du travail qu'on va enclencher, mais en tout cas à confirmer cette volonté, et on est vraiment dans la volonté même politique vraiment de sanctuariser ces messages et de les reconduire pour ancrer ces nouveaux comportements qui au départ n'avaient plus rien d'anodin et de facile. Voilà pour le plan de communication. Et globalement, on arrive après sur les sujets et c'est en lien avec aussi ce qui a été dit, puis dans les résultats de l'étude sur le sobre un peu contrarié, celui qui a envie de faire, mais il n'a pas les outils, il ne sait pas trop comment faire. Et donc, on s'est dit que globalement, comme le gros sujet, c'était vraiment la température, qu'on n'occupe pas 100% de son logement 100% du temps, il y a forcément une recherche aussi du chauffé utile. Et le chauffer utile, c'est-à-dire chauffer quand on est là, et bien ça nécessite un équipement qu'un thermostat et sur lesquels on sait par tout un tas d'études que ça peut rapporter entre guillemets jusqu'à 15% d'économie d'énergie.
Et en fait, on se rend compte aussi que le thermostat, à partir du moment où on a un thermostat dans tout le logement, c'est déjà un premier pas, mais on n'est pas encore au bout de ce qu'on peut faire parce que typiquement, et cette étude télétravail le montre, quand vous êtes chez vous, vous êtes tout seul en télétravail, eh bien, vous occupez une pièce, mais vous occupez pas la chambre de vos enfants, vous occupez pas, etc. Et donc, le fait d'avoir aussi une logique pièce par pièce, pilotable, c'est vraiment aussi un gain. Bah, vous chauffez quand vos enfants sont là, quand ils sont pas là, ça sert à rien. Vous fermez la porte, vous coupez le chauffage, etc. Et ça, c'était un point aussi qui était important d'outiller les Français sur le sujet. Donc, on a mis en place une nouvelle fiche C2E qui permet de financer tout ce qui est l'équipement en lui-même et puis l'installation des dispositifs pour un chauffage additionnel. Et on a mis en place un coup de pouce. Alors, donc, voilà. En termes très administratifs, ça s'appelle bonification additionnelle, mais un coup de pouce jusqu'au 31 décembre, qui est financé par, à l'heure actuelle, 27 énergéticiens pour justement inciter le plus rapidement possible à l'équipement, puisque globalement, on estime que l'aide apportée serait de l'ordre de 70 à 80% pour un chauffage hydraulique et environ 50% pour un chauffage électrique du coût total. Donc vraiment, une vraie volonté d'appuyer cet outil-là qui, on le voit bien, fonctionne, rapporte en termes de baisse de consommation, mais aussi sur le gisement maximal. Et c'est là encore où on a des gains à faire. Donc, je vous ai mis le petit QR code là parce que c'est pratique, ça se flash au téléphone. Mais du coup, là-dessus, vous avez tous les contacts des obligés qui soutiennent le dispositif avec qui vous pouvez prendre, qui vous pouvez prendre la tâche pour voir comment mettre ce dispositif en place au niveau voilà, des bâtiments dont vous gérez. Donc ça, c'était le plan thermostat. Alors bien sûr, on ne s'arrête pas là. C'était la nouveauté qui a été annoncée en octobre 2023 lors du colloque anniversaire du plan de sobriété énergétique. Il y a bien sûr d'autres dispositifs, à savoir, alors ce qui est imminent, mais du coup, il y aura des nouveaux programmes C2E sur la sobriété énergétique dans le résidentiel. Donc, il y a eu un appel à programme en 2023. L'instruction, les auditions ont été faites et du coup, là, on attend la réponse des ministres sur la liste des nouveaux programmes et du coup, on ne manquera pas de communiquer dessus quand on connaîtra les finalistes, en tout cas les lauréats. Donc ça, c'est imminent. Et puis, il y a aussi toutes les autres fichiers de C2E qui sont déjà là et qui permettent de financer tout un tas d'équipements et de dispositifs dans les logements, dans les bâtiments, etc. et sur lesquels il y a un accompagnement et une prise en charge d'une partie, de toute ou partie de ces dispositifs. Donc, vous avez le lien, vous avez aussi le petit QR code. Globalement, on en revient sur l'idée que la sobriété, en fait, c'est un combo entre, d'une part, une volonté, une sensibilité et d'autre part des équipements. Donc là, sur les 2 slides précédentes, vous aviez la partie équipement, les outils, le pilotage, etc., etc. Et puis, on en revient sur la partie aussi des gestes, puisque du coup, en fait, ces équipements, ils sont là parce qu'on a envie de faire baisser sa facture. Et donc, tout ce qui est les pistes d'action, les thermostats programmés pièce par pièce, l'individualisation des frais de chauffage, qui est un vrai sujet parce qu'on sait que ça permet de faire gagner jusqu'à 15% d'économie d'énergie, mais avec un prérequis qui est que, notamment dans les bâtiments collectifs, qu'il faut que les chauffages soient bien réglés en amont, les installations bien contrôlées pour que ça puisse être vivable pour tout le monde et qu'on ne se retrouve pas avec des appartements qui n'ont pas forcément les mêmes, enfin qui ne sont pas alimentés de la même façon. Mais quand tout est bien réglé et que vraiment ce travail a été fait, on sait que ça permet, par le fait de la responsabilisation de chacun, de faire baisser les consommations. Et puis aussi, c'est une question de justice sociale, c'est-à-dire que quand vous êtes dans un collectif et que vous n'avez pas forcément les mêmes moyens financiers que vos voisins et que vous faites des efforts, sans cette individualisation, eh bien, vous ne récoltez pas le fruit de vos efforts et vous continuez à financer également peut-être des voisins qui sont dans la catégorie des indifférents et qui n'ont pas forcément envie de changer leur façon de faire. Donc, ça nécessite
des réglages préalables, un certain nombre d'actions préalables, mais après, c'est aussi une source d'économie importante. Bon, voilà, après, je ne vais pas tout reprendre dans le détail, mais on est vraiment sur des comportements. Ces comportements, il faut les rappeler régulièrement, et ça, on a toutes les actions de communication. Et puis après, ça nécessite des outils que je vous ai présentés précédemment. Alors, c'est pas l'intégralité des outils, mais enfin, c'est aussi des outils qui sont intéressants parce qu'ils aident à diminuer le reste à charge pour les gens qui veulent vraiment mettre en place des actions de sobriété énergétique. Merci Séverine. Et parfait, excellent timing. Et puis, ça me permet de reprendre un petit peu ce recul par rapport aux différentes actions et efforts qui sont déployés, notamment par la DGEC, pour redonner aussi ce lien avec cette approche de l'humain qu'on vous a signifié par ailleurs. Colin avait commencé à parler des transferts qui pouvaient avoir lieu entre la sphère publique et la sphère privée. Il y a une étude famille qui a été faite sur le concours d'économie d'énergie sur les établissements scolaires, QBES, où il avait été embarqué l'année dernière, il y a 2 ans, 250 familles qui s'étaient portées volontaires pour là aussi nous donner accès à leurs données de consommation énergétique. C'était les familles pour lesquelles leurs enfants étaient dans le programme Cube établissement scolaire et ces enfants apprenaient sur leur sphère publique avec les élèves, avec leurs collègues les bonnes pratiques environnementales et le transférer à la maison auprès de la sphère familiale, puisqu'on a tous dans nos foyers des niveaux de maturité, des profils différents vis-à-vis de la sobriété, comme l'a énoncé aussi Colin. Et donc, 90%, près de 90% des parents concernés ont déclaré qu'ils avaient depuis activé de nouveaux leviers, des nouveaux gisements d'économie d'énergie et des actions collectives qui étaient embarquées au sein des ménages, que ce soit sur les réduits, sur des équipements électroménagers. Bref, ils ont pu réaliser en moyenne 11% d'économie d'énergie grâce à ce transfert qui a pu avoir lieu entre l'enfant qui fait cet apprentissage-là au sein de sa propre famille, au sein de ses parents et de ses frères et sœurs. C'était voilà, un enseignement assez intéressant. Et puis, voilà, et on a aussi du coup l'occasion que de se poser la question de à quel point du coup dans la sphère publique l'entreprise peut être facilitatrice de la sobriété chez ses propres collaborateurs. Il y avait une étude qui a été faite il y a quelques temps par aussi un sociologue dont j'ai perdu le nom, mais Gaëtan Brisper, je crois que c'est ça, qui a regardé les transferts potentiels sur les pratiques environnementales domicile vers le travail. Il y a là aussi matière à se questionner sur à quel point on peut donner des éléments, des clés de décryptage auprès des collaborateurs, à quel point il peut y avoir cette émulation-là qui est faite sur sa sphère publique avant de venir la traduire sur sa sphère privée auprès des membres des différents ménages. Il y a matière à creuser, à aller plus loin. Il y a sans doute beaucoup de choses à penser, des freins à lever aussi sans doute, mais il y a cette lueur-là d'espoir qui est de se dire les sphères sont de plus en plus, on va dire, communicantes, peut-être poreuses, et ça peut être un levier pour la sobriété aussi pour les collaborateurs de les traduire chez eux. Voilà un petit peu le panel de ce qu'on a pu vous montrer aujourd'hui. Je crois qu'on tient le timing, c'est pas mal, mais juste voilà, en 3 mots, un effort de sobriété qui se maintient, un plan de sobriété qui se maintient, et puis une expérimentation télétravail qui permet de livrer quelques enseignements sur les logements, et on a essayé de vous donner quelques pistes de leviers de sobriété énergétique dans les logements à avoir en tête. On espère que ça vous a été le plus riche possible. N'hésitez pas, on vous transmettra toutes les infos. Et puis, un grand merci à vous pour votre présence du début à la fin, on le voit. Et n'hésitez pas, vous l'avez noté, le 10 avril, on va remettre les prix du concours Cube. Et là, en l'occurrence, c'est un podium logement. Donc, Jean-Benoît vous a fait un teasing avec un peu des ordres de grandeur d'économie d'énergie à atteindre. Mais si vous avez envie de passer un bon moment
et de savoir qui a gagné, ben, on vous mettra le lien dans le PowerPoint et vous pouvez vous joindre à nous. Voilà, c'est toujours un moment sympa, les remises de prix Cube. Donc n'hésitez pas, ceux qui y goûtent en général leur demandent. Merci à tous nos intervenants. C'était top. Bravo à vous. C'était super intéressant. Merci, et j'espère que vous avez apprécié en ligne. Merci à tout le monde. Je te laisse couper.